Merci, j'espère que vous l'avez apprécié. Oui, ça marche. Voilà, j'espère que vous l'avez apprécié autant que nous, ce beau film vif et vivant sur un sujet comme la mort. C'est assez remarquable pour les signaler, je trouve. On va en parler tout de suite avec l'équipe du film. Alors je vais vous demander d'accueillir l'interprète tout d'abord de la sœur d'Emmanuel Bernheim, de Pascal Bernheim, Géraldine Pellas. Ainsi que le réalisateur du film que vous avez pu rencontrer tout à l'heure au début de la projection, M. François Ozon. Et enfin, André Vernet, qui est bien parmi nous, Monsieur André Dussolier. On va aller s'installer. On passera les micros pendant la séance, pendant le débat. Donc n'hésitez pas, si vous voulez intervenir, à préparer vos questions. Alors bonsoir, merci à tous d'être là. François nous a expliqué tout à l'heure l'origine du film. C'est vrai qu'Emmanuel Bernheim, vous avez dû proposer de vous adapter, vous avez mis du temps à vous décider à l'aborder. Est-ce que moi, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est vraiment cette approche très concrète et vivante de ce sujet terrible. Je voulais savoir à la fois, je pense que c'était déjà dans le livre, est-ce que c'est vous ce qui vous a vraiment attiré dans l'idée d'adapter ce livre? On va passer la parole aussi à Géraldine et André sur le... En fait, l'écriture d'Emmanuel Bernheim est assez factuelle. Elle a une écriture très behavioriste, elle n'est pas du tout dans l'analyse des sentiments, elle est vraiment dans les faits, dans les gestes, dans les dialogues. Donc, en fait, j'ai été assez fidèle au livre. L'adaptation s'est faite assez facilement, l'écriture est assez scénaristique. Donc, il y a eu une espèce d'évidence dans le processus d'écriture du scénario. Après, il y avait des manques dans le livre, il y avait des choses que je ne comprenais pas vraiment, qui étaient un peu allusives, et donc j'ai eu besoin un peu de me renseigner auprès de la famille, auprès de Serge Chaudiana, auprès de Pascal Bernheim, pour mieux comprendre certains enjeux au sein de la famille, notamment par rapport au personnage de la mère, qui n'était pas du tout développé dans le livre, et ça c'était pour moi une grande surprise de découvrir que la mère d'Emmanuel Bernheim était aussi une artiste, enfin une sculptrice, et ça j'ai vraiment tenu à l'intégrer dans l'histoire, dans cette névrose familiale, de savoir qu'il y avait deux artistes, il y avait une écrivaine et une sculptrice, et puis des choses que je n'ai pas bien compris sur le personnage de GM. D'ailleurs, ce n'était pas explicité dans le livre ce que voulait dire GM, donc c'est Pascal qui m'a dit c'est grosse merde, elle détestait ce mec, et donc voilà, c'est des choses comme ça qui m'ont permis de développer un peu plus certains aspects du film. Alors André, on sent, c'est pas on sent qu'il y a un plaisir à jouer la cruauté de ce personnage, et elle le dit très bien d'ailleurs, il y a à la fois beaucoup d'amour et de perversité dans cette relation. Ça a été un élément déclencheur pour tout votre envie sur le Tout était déclencheur, avec François, et puis ce personnage extrême, et puis oui, voilà, pour un personnage qui est déjà dans un état diminué comme ça physiquement, qui en plus a ce caractère, qui est qui est très spectaculaire, qui a beaucoup de relief, donc il y avait vraiment beaucoup de choses à jouer, et d'abord l'état dans lequel il est, vraiment de paralysie, et cette volonté de mourir, et cette cruauté qu'il a de demander à sa fille, ou à ses filles, mais enfin sa fille, Sophie Marceau, de l'aider à mourir. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de sentiments très multiples et variés. On n'est pas du tout dans le pathos, on est aussi dans la comédie. J'ai pas entendu on n'était pas dans la salle ce soir, donc il y a peut-être eu des rires, et on espère, parce que il y avait à chaque fois, c'était contrebalancé entre l'émotion qu'on peut sentir, et puis aussi le sourire qui vient au bon moment.
Alors, vous, Géraldine, c'est pas la première fois que vous tournez avec François, je crois que c'est votre troisième film ensemble, si je dis pas de bêtises. Et alors, c'est un rôle pas facile parce que c'est comme dans toute fratrie, souvent il y a une sœur mal aimée, c'est un peu votre rôle. Et d'ailleurs, le père, souvent, vous sortir de la scène presque. Et ça, c'était et je trouve que vous tenez ce personnage très brillamment. Enfin, et vraiment, vous faites vivre, vous faites exister avec pas tant de place que ça. Et je voulais savoir si c'était, voilà, quel était vous, votre approche du personnage. Est-ce que c'était justement un peu ce défi-là d'arriver à faire vivre ce personnage mal aimé dans l'histoire et qui en même temps est crucial, est fondateur. Enfin, cette fratrie, elle est très belle entre Pascal et Emmanuel. Est-ce que c'était un défi? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vraiment envisagé de cette façon, mais à partir du moment où François me propose quelque chose, je sais qu'il y a un intérêt à aller fouiller les éléments qu'il m'offre, et puis j'aime discuter avec lui tout au long du tournage, et c'est ce qu'on a fait, et je crois que c'est aussi un peu une interprétation de sa part d'avoir décidé que Pascal était la mal-aimée. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que les vraies personnes dans la vraie vie vivaient cette relation. Enfin, en attendant, c'est comme ça qu'on a lancé les hostilités, on va dire, parce que effectivement, entre les deux filles, quand même, de temps en temps, ça se frotte. C'est très vite résolu parce qu'on sent que l'amour qu'il y a entre elles est une sorte de convocation en fait régulière de ce plaisir enfantin à se retrouver, à se rassembler, à se souder même contre le couple parental qui a visiblement, on le voit dans le film à de nombreuses reprises, pu être assez destructeur, que ce soit dans leur mésentente à tous les deux, ou simplement dans la violence que chacun d'eux inflige au reste de la famille. Et je trouve que les filles s'en sortent pas si mal. Donc, il s'agissait de trouver des petites choses un peu ténues, mais qui permettraient aux spectateurs de sentir et de se sentir investis aussi, parce que la plupart des gens ont des frères ou des sœurs, et certains sont les seconds ou les deuxièmes, et cette place-là n'est pas facile. Vous l'avez rencontré, Pascal Hermann? Non, je ne l'ai pas rencontré. Il était question qu'on fasse ça d'ailleurs ces jours-ci, mais on va le faire. Oui. Alors, par contre, tu connaissais Emmanuel? Oui. Oui. En revanche, je connaissais Emmanuel pour des raisons diverses d'ailleurs. Il se trouve qu'elle était très amie avec Serge Toubiana. Ils étaient très amis avec Maurice Pialat et moi aussi. Et qu'on s'était rencontrés au moment de la mort de Pialat. Et c'est une occasion dans nos vies qui a fait que tous les gens qui étaient présents sur place sont restés très soudés. C'est un événement évidemment très, très marquant, d'autant qu'on s'était tous réunis autour du corps de cet homme. Et ensuite, j'aimais beaucoup le travail d'Emmanuel avec François, et je savais leur amitié profonde. Et ensuite, il se trouve qu'on se croisait souvent dans le bus. Et dans le bus, qu'est-ce qu'on fait? On discute. Hein. Et il se trouve qu'on a perdu nos pères à 3 ans d'écart. Et on avait partagé nos émotions sur le vide laissé par cet homme unique dans les vies de chacun. Et voilà, j'aimais parler avec elle. Alors, André, je crois que vous avez fait le tournée avec François Ozon auparavant, mais finalement ça s'était pas fait. Vous avez déjà proposé un rôle, non, si je dis pas de bêtises, avant, Oui, je pense. oui, en effet, il y a longtemps, je crois. Et puis, là, c'est votre première fois ensemble. La première fois ensemble, et puis quand on l'a rencontré à cette occasion, évidemment, sur un sujet aussi fort et avec un rôle aussi marquant, et aussi quelque chose que je ne connaissais pas et qu'on a partagé avec Géraldine, connaissait François, mais là on a à la fois l'auteur, le metteur en scène, et puis il cadre aussi François, donc il est là directement, il est derrière la caméra, ce qui fait j'avais l'impression qu'il était le premier spectateur de son film, et c'était vraiment très excitant au moment où on jouait. Et alors, vous avez tenu, je crois que François,
voulait pas trop de maquillage au début. Et André voulait. Il est perfectionniste, il a raison. Donc il voulait. Bon, on a fait beaucoup de recherches par rapport aux AVC. On avait un élément très précieux qui était la vidéo qu'a faite Emmanuelle Bernheim de son père, ce qu'on voit dans le film quand Sophie le film. En fait, Serge Toubiana m'a donné la cassette que Emmanuel a tournée en fait avec la caméra d'Alain Cavalier en plus. Parce qu'à l'époque, les téléphones portables, il n'y avait pas encore de caméra. Et donc, cette vidéo était très émouvante, assez bouleversante. Et en même temps, pour nous, c'était une source incroyable pour la création du personnage, dans sa manière de parler, sa manière de bouger, sa manière juste de regarder dans le vide, de sentir que voilà, il était fatigué, qu'il voulait en finir. Et André y revenait régulièrement. Et du coup, on a vu exactement quelle était sa paralysie, comment était son AVC, et donc on a travaillé avec un chef maquilleur qui s'appelle Bob. Et voilà, on a fait plein d'essais. Moi, je voulais quelque chose de simple. Bon, c'est jamais simple avec les chefs maquilleurs. Au début, ils vous proposent des trucs délirants, et puis finalement, avec André, on a trouvé des choses assez basiques, je pense, qui fonctionnent bien et qui permettaient surtout de jouer et de parler à peu près normalement pour qu'on le comprenne. C'est vrai que dans la vidéo, son élocution était très, très difficile. Et c'est vrai aussi le défi de jouer carrément presque tout le temps en réalité ou allongé. Ça, il est confortable. C'était au centre et beaucoup de déplacements à faire, j'étais là et tout le monde était autour avec François Tatali quand je surveillais le moment où il y avait des moteurs. Voilà. Et non, c'était confortable en fait. Puis on avait beaucoup répété aussi avant. Donc on avait quand même des bases, on avait une construction, on savait où on allait. Voilà, c'était. Après, il fallait faire des choses, bien sûr, et les vivre, mais tout allait de soi parce qu'on avait bien préparé. Et ce qui est beau vraiment, c'est que le film, comme le disait Jérôme en ouverture, il y a pas vraiment cet AVC, de ce côté très concret du film, très réaliste, comme ça, très dans l'urgence. Et puis le film prend une ampleur, et là on découvre effectivement cette dimension de critique sociale, j'allais dire, presque aussi, qu'il y a toujours chez vous, cette petite ironie aussi sur la bourgeoisie comme ça, et puis la dimension vraiment de la famille, qui est vraiment, je trouve, un des thèmes vraiment de cinéma très important. C'est un film assez grinçant sur la famille. Et c'est ça qui est assez... Sur cette famille-là particulièrement, c'est-à-dire que moi je me suis plongé dans cette histoire, j'ai essayé de comprendre les membres de cette famille, une famille quand même assez névrotique on le voit, et c'était un plaisir en fait effectivement de commencer le film de manière assez crue, assez véridique, et d'aller vers la vie en fait. Parce que ce personnage, paradoxalement, il a envie de mourir parce qu'il aime la vie. C'était ça un peu le paradoxe du film, donc il fallait laisser la vie rentrer dans le film, et dès qu'il pouvait y avoir quelque chose de cocasse, quelque chose de drôle, il fallait l'accueillir. On a improvisé des choses au moment où André tombe dans l'ascenseur, enfin voilà, des choses, dès qu'il pouvait y avoir un peu d'ironie ou d'humour qui permettait de souffler un peu, parce que l'histoire est lourde, c'était important de l'accueillir dans le film. Alors, comme d'une certaine manière, un peu comme dans Grâce à Dieu aussi, il y a un sujet très d'actualité. On va parler de la fin de vie, on en reparle beaucoup récemment, notamment parce qu'il y a eu des projets de loi qui sont passés, ça va être discuté bientôt. Est-ce que ça a été aussi un élément pour chacun de vous important, ce sujet-là? Je voulais avoir un peu votre point de vue là-dessus, votre position sur le sujet. Vous dites que vous ne voulez pas faire un film militant, mais en même temps vous arrivez toujours au bon moment. Grâce à Dieu, ça arrive au moment où il y a le J'aurais préféré que ça n'arrive pas. Le procès pour Grâce à Dieu. Là, j'ai pas encore de procès sur le dos, donc je suis content. Mais non, moi c'était vraiment secondaire, et d'ailleurs j'ai pas rencontré l'association de droit pour mourir dans la dignité, je filme pas la scène, c'était pas ça l'enjeu. Pour moi, c'était vraiment la famille. Après, c'est vrai qu'on s'est interrogé. Moi, en vivant cette expérience avec les acteurs, je me suis dit, mais c'est incroyable d'avoir fait subir ça à ces filles. Et je me suis dit, la loi ne devrait pas obliger, enfin, c'est pas aux enfants de porter ça sur leurs épaules. Elles auraient dû être soulagées de ça. Et
en ayant vécu quand même toute cette histoire avec eux, je me suis dit, elles n'ont pas pu en sortir indemnes. Alors, je ne fais pas de lien par rapport à la mort d'Emmanuel Bernheim après, mais quand même, je me dis, ça a dû être lourd quand même à vivre, et voilà, ça aurait pu se passer autrement, dans la simplicité, dans l'accompagnement, et ça aurait pu être moins violent pour tout le monde. Et vous, est-ce que le film a fait évoluer votre regard sur la question, ou le fait d'être impliqué dans une histoire comme ça, de jouer ce personnage, ça... Non, je suis très impressionné. J'ai vu des documentaires, en effet, d'une association suisse qui s'appelle Dignitas et qui montrait en fait, des gens qui apparemment n'étaient pas si malades que ça et qui, pourtant atteints sans doute d'une maladie dégénérative, ne voulaient pas vivre la déchéance et préféraient mourir. Donc c'était impressionnant cet écart qu'il y a entre la lucidité de quelqu'un et puis le choix qu'il fait volontairement de ne pas se voir des choix. Donc voilà, mais c'est quelque chose, il me semble, qui est vraiment très difficile à légiférer, que c'est au cas par cas. Moi j'ai vécu des... Il y a une loi, c'est vrai qu'il existe, mais j'ai vécu des choses avec deux personnes, comme ça, où on voyait quand même qu'il y a un rapport tacite avec le corps médical, où on peut, quand la douleur est trop grande, voir que les médecins et la famille s'entendent et ne veulent pas prolonger la souffrance. Donc, malgré la loi, il peut y avoir quand même une compréhension de la situation qui fait qu'on n'est pas dans un acharnement thérapeutique. Donc, j'ai l'impression qu'en tout cas, je ne sais pas, c'est impossible de prévoir ça pour soi-même et on attend toujours le dernier moment ou alors je ne vois pas, enfin, en tout cas pour ma part, déléguer le pouvoir à un médecin ou quelqu'un de la famille, le fait de dire, bon voilà, quand ce sera le moment, allez-y. Ça paraît difficile. Géraldine, vous voulez faire un petit mot sur le sujet ? Non, je pense qu'on sait tous qu'il y a des choses qui se pratiquent, qui ne sont pas réellement officielles, qui ne sont pas non plus réellement pas légales, qui sont dans une espèce de zone de flou, comme ça, dont on peut se demander si ce ne serait pas une bonne chose de soulager les gens qui prennent ce type de décision en leur offrant un terrain un peu plus solide qui légitimise les actes qui sont pratiqués ou qui sont demandés. Je pense que le film ne répond pas à ça, et je pense que c'est ça qui est très intéressant. Il me semble que quand on sort du film, on n'a pas de réponse particulière, mais en tout cas, l'invitation au questionnement est grande. Voilà. Et moi, je suis pour que les questions soient posées. Et je suis personnellement pour que les gens qui souhaitent obtenir une réponse positive puissent l'obtenir. Alors, s'il y a des questions dans la salle, si vous voulez, on peut vous tendre un micro. Je pense, alors il y en a une devant, il y a un peu au fond. En tout cas, merci de votre interprétation. Première question, je se dit comment vous êtes rentré dans le personnage. Et en même temps, quand vous dites l'amour est à la fin, moi je n'ai pas lu le livre, mais jusqu'au dernier moment, peut-être vous disiez que ce monsieur va dire je ne veux pas mourir. Tant mieux. Le suspense a marché. Et votre première question, c'est sur comment vous allez rentrer. Il y avait ce socle quand même qu'on avait, que François m'avait passé, où on voyait la vidéo enregistrée, où on voyait le vrai André Bernheim dire sa volonté de mourir. Alors, c'était une vidéo qui était filmée un an après son AVC, et on voyait qu'il avait fait de la rééducation, mais qu'il avait 90 ans. On voyait qu'il ne veut plus, il aimait la vie, il ne voulait plus revenir face à des gens en étant aussi diminué. Mais voilà, j'ai vu pas mal de choses, de gens qui étaient atteints d'un AVC, et puis après, petit à petit, en voyant ces images-là, en imaginant aussi comment ça peut se passer,
travail d'un acteur, c'est vraiment à la fois basé sur la réalité, sur ce qu'on peut voir, sur les témoignages aussi, on a vu des médecins, etc., les cas à travers dans des documentaires, et puis petit à petit, ça se fait par strates comme ça, et puis après, le dernier point, c'est le maquillage, qui prenait 3 heures de temps chaque jour, donc où il fallait en effet être conforme à ce que peut être la personne atteinte d'un AVC avec une paralysie du visage. Et voilà, il y avait à peu près 5, 6, 10 prothèses, à peu près, non, 6 prothèses, je crois, et puis la bouche qu'on a fini par coller sur le menton, c'est comme ça qu'on recollait avant chaque prise. Enfin, voilà, c'était très artisanal et en même temps très étudié à chaque fois pour être... voilà. Mais en fait, le plus important, c'est pas tellement l'aspect extérieur qui va de soi, qui est une sorte d'aboutissement nécessaire pour faire croire à la paralysie de cet homme, mais c'est surtout l'état dans lequel il est, tout est atteint, tous les organes vitaux, y compris la voix, et puis, mais quand même, il a une lucidité, il perd pas son humour, il perd pas sa méchanceté. Sa méchanceté, exactement, c'est ça de dire. C'est un régal de dire à Sophie Marceau, On y croit. moche comme un pot, voilà, c'est vraiment. Et puis, voilà, mais donc il y avait ce personnage qui était si varié que c'était vraiment, en effet, une joie d'interpréter tout ça. Il y avait une question, je crois, en haut. Oui, juste là-bas. Ce qui est intéressant, c'est que presque le personnage devient plus il est vivant, il est heureux d'aller. Et puis les deux filles, il va croire qu'il va financer son projet. À chaque fois, il y a cet espoir et voilà. Alors, bonsoir. Alors, dans un premier temps, félicitations pour ce film, je l'ai trouvé vraiment formidable. Je vais surenchérir pour une question concernant l'interprétation pour M. Lissolier. Spécifiquement, concernant votre voix, vous qui avez généralement une voix assez rauque, parfois éraillée, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et j'en profite à titre personnel pour vous dire que j'ai adoré votre rôle de Raoul Nordling. Voilà. Merci. Ah bah oui, alors ça fait une grande différence entre le diplomate Raoul Nordling et puis cette voix-là, mais cette voix, évidemment, c'est... J'ai été frappé, Géraldine s'en souvient sûrement, même si elle était beaucoup plus jeune que moi, mais par un jour où Charles Denner, dont j'aimais beaucoup l'interprétation et la voix aussi, qui était si particulière, qui était vraiment, comment dire, très proche de son jeu, a été atteint d'un cancer de la gorge. Et il n'a pas pu jouer, donc perdant sa voix, elle ne pouvait plus être l'acteur qu'il a été, qu'on a aimé. Et la voix, c'est vraiment comme quelque chose qui traduit ou qui raconte une personne, une personnalité. Mais donc là, en l'occurrence, dans ce cas précis, la voix elle est complètement diminuée, elle est complètement presque détabrée, comme peuvent l'être, comme les malades, comme ça, qui tout d'un coup sont plus dans les aigus. Enfin, ça allait de soi, quoi. C'est venu assez naturellement. C'est comme un ensemble, quoi, et donc c'était pas... Oui, c'est un ensemble. J'ai l'impression que c'est l'addition de tout ce que j'ai pu voir, ressentir aussi à l'écriture du scénario et imaginaire aussi. Voilà. Mais ça va de soi, quoi. J'ai envie de confirmer. Elle qui avait une voix bien. Voilà. Il y avait des voix. Non, à la fois subtile, à la fois douce, parce que j'étais très touché de voir quand à la fin, par exemple, elle dit mais le haut-parleur. Et c'est des petites choses, acteurs comme ça, ou d'actrices, auxquelles je suis très sensible, parce que voilà, et Sophie garde le téléphone pour elle, parce qu'il y avait ces différences comme ça de traitement, et Géraldine a un regard à ce moment-là, et on voit, voilà, Sophie au premier plan, et puis Géraldine, qui n'est pas dans le ressentiment, qui n'est pas dans le reproche, mais qui est dans l'écoute aussi, parce qu'elle est suspendue à la réponse, et il y a tout ça en même temps, dans ce regard. C'est l'occasion, je ne sais pas depuis longtemps. Et d'ailleurs, on entendait déjà votre voix dans un film d'Ozon, presque un film de François Ozon, qui est Swimming Pool, parce que vous faisiez la voix française du mari de Charlotte Rampling, si je dis. De son éditeur. De son éditeur. Charlotte, c'est ça, hein? Je m'en souviens plus en Il y a d'autres questions? Qu'est-ce que vous avez? Alors, ici. Oui, c'est une question pour François Ozon. Vous avez dit que vous ne
vouliez pas faire le film au départ, quand Madame Arnaud vous l'avez proposé. Ensuite, quel a été le cheminement pour décider de le faire? Je ne suis pas totalement convaincu quand vous dites que vous n'avez pas un parti pris par rapport à une question aussi brûlante. J'ai du mal à croire que vous choisissiez des films dans lesquels vous n'avez pas de parti pris. Et l'autre question, finalement, c'est quel était le parti pris d'Emmanuel Bernheim sur un sujet aussi brûlant, et maintenant, en effet, l'actualité, mais je pense que c'est d'une actualité éternelle et malheureusement éternellement différée en France. Je crois que ce que je disais tout à l'heure, le déclic pour faire le film, en fait, c'est la mort d'Emmanuel Bernheim. Et peut-être que d'une certaine manière, bon, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais faire le film, raconter cette histoire, c'est une manière de comprendre aussi pourquoi elle était morte. Voilà. Si tôt, si jeune. Peut-être qu'il y a un peu de ça. En tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre ce qu'elle avait vécu, de partager son expérience. Et après, je suis comme elle. Alors oui, le parti pris, c'est je suis en empathie avec ce personnage. Et le choix d'une actrice comme Sophie Marceau, enfin aussi dans ce sens. C'est-à-dire que je voulais une actrice populaire, une actrice qui aimait les spectateurs, avec qui on ressent tout de suite un sentiment d'identification, d'empathie, pour rentrer dans cette histoire. Donc je partage un peu le point de vue vraiment d'Emmanuel pendant le film. Et avec Emmanuel, on n'a jamais parlé, je ne lui ai jamais dit, mais t'es pour l'euthanasie. Enfin, on n'est jamais arrivé, vous voyez, à ce genre de choses aussi. Elle, en tout cas, c'est pas ce qu'elle voulait faire. Elle voulait faire un portrait de son père, en tout cas en écrivant ce livre. Et moi, je voulais me poser des questions et essayer de comprendre. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Bonsoir. Vous êtes adressé à François Ozon. D'abord, merci pour ce film. Et sur le cadre, c'était des films très variés, entre ça, Grâce à Dieu et 85. Et je voulais vous demander, dans votre processus de création, sur l'écriture, le montage, tout ça, comment vous décidez du ton du film? Quand est-ce qu'il faut rire? Alors, c'est un thème très sérieux, pareil pour les 85, très sérieux, mais aussi des moments très drôles parfois. Je ne sais pas trop. Je pense qu'il faut suivre l'histoire et l'histoire, elle prend forme. Alors, il y a l'écriture du scénario qui est quelque chose de précis, où on a des intentions précises. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'à partir du moment où les acteurs s'emparent de l'histoire, quand ils incarnent, voilà, il faut filmer un peu contre le scénario, comme disait Truffaut, et il faut ramener de la vie là-dedans. Et moi, je suis toujours ouvert aux propositions, à transformer une scène qui était écrite de telle manière, de changer un dialogue, voilà, là, dans certaines situations, on avait envie tout d'un coup de développer quelque chose. Il faut ramener de la vie. Alors c'est vrai qu'il y a des cinéastes qui savent exactement ce qu'ils veulent qu'on suive à la virgule près leur dialogue. Moi, je suis ouvert à un moment où je fais confiance aux acteurs. Les acteurs, moi j'ai plein de choses à quoi penser sur un tournage. Je dois penser au décor, je dois penser à la mise en scène, je dois penser au producteur qui me dit il faut terminer à telle heure. Enfin, voilà. Et les acteurs, eux, ils n'ont qu'à penser à leur rôle. Donc ils vous apportent souvent des très bonnes idées, ils vous donnent beaucoup. Après, donc ce qu'il faut, c'est être capable de capter, d'être là et d'entendre ce qu'ils proposent. Alors après, si je peux dire un truc là-dessus, quand même, c'est que tu as quand même une capacité assez extraordinaire à permettre aux acteurs ou même à solliciter de notre part la possibilité de jouer une scène dans un sens ou carrément dans le sens opposé. On avait pas mal de séquences où on poussait le bouchon très loin dans la dureté ou contrairement à la comédie. Et tu n'es pas perdu avec la somme de propositions que tu reçois à cette occasion. Non, parce que le tournage est une écriture et il y a l'écriture du montage après qui est très importante. Là, on revoit toutes les prises, on fait des choix et on peut donner des directions très différentes au film.
Et c'est assez excitant d'avoir toute cette matière pour pouvoir créer. Et là, le problème que j'avais un peu sur ce film, surtout avec Sophie, un peu moins avec Géraldine, c'était de retenir les larmes. Je pense que Géraldine, comme Sophie, forcément se projetait dans cette situation par rapport à leur histoire familiale. Et à des moments, le film était un peu comme un documentaire sur deux filles qui regardaient leur père leur dire des lâcheries, ou en disant des trucs ou des situations difficiles, et chantaient que les larmes pouvaient venir. Et moi, le but du film, c'était de faire comme André, dire pas de pleureuse, quoi. Il fallait retenir l'émotion pour que ça arrive vraiment qu'à la fin, et pas tomber dans le mélo, dans le pathos, voilà. Et puis c'est la compétition des actrices sur celle qui pleure le plus vite, le mieux, etc. Il y a un exemple de scène, justement, que vous avez faite de manière totalement diamétralement opposée, de manière très légère, et après très dramatique. C'est un peu crucial du film comme ça, qui a été... vous avez le choix entre deux... une comme ça Moi, par exemple, je me souviens de la scène de l'ambulance, où je me suis effondrée en larmes sur le départ de l'ambulance, alors que j'étais de dos, si je me souviens bien. Et que... On te voit pleurer, là. Oui, on voit pleurer. Ah oui, je sais pas. On vous entend pleurer. Ouais, c'est Oui, c'est-à-dire que à ce moment-là, c'est quelque chose qui est venu spontanément, dont on n'avait pas du tout parlé avant. Sophie, elle, n'était pas du tout dans cet état-là, et c'était autre chose. Et en fait, on a, voilà, tacitement, ça a continué dans les séquences qui ont suivi, qu'on a tournées par la suite. J'étais celle qui était effondrée, alors que Sophie tenait bon. Après, il y avait d'autres moments qui étaient l'inverse, où Sophie avait des montées de larmes et où moi je tenais bon. Et puis, toi, tu as jonglé avec ça, tu as dosé. En tout cas, pas maquillée, vous êtes formidables toutes les deux. C'est intéressant. T'es maquillée quand même, hein. C'est intéressant parce que chez François Ozon, il y a toujours aussi un choix, de cinéphile. C'est-à-dire que je trouve il y a une forme d'évidence dans la fraternité entre Sophie Marceau et Géraldine. Alors, ça c'est un débat. Si on peut dire sororité, on peut se faire également. Ah bon? Pas la fraternité, si. Ah oui, pour deux filles. Je demanderai à Céline Sciamma. C'est drôle aujourd'hui. Non, mais c'est intéressant parce que vous avez un parcours finalement assez intéressant, assez commun. Ça avait été révélé tous les deux par Claude Pinoteau, qui est différent. Sophie Marceau, c'était la poule. Vous étiez à la Neige et le Feu, vous avez retourné avec Kiala. Il y a une forme d'évidence à vous, toutes les deux, dans des films différents aussi. Sophie Marceau dans la police, c'est vous dans Le Guerre Su. Mais il y a une forme de quelque chose d'une évidence. Est-ce que ça c'est venu tout de suite? Est-ce qu'il y a eu un moment naturel? En tout cas, le choix de Sophie, dès que j'ai pensé à une sœur, c'était Géraldine. C'était une évidence. Et vous, sur la son premier choix, effectivement. C'est toujours agréable. C'est pas forcément le cas dans les films précédents. Bah non. Et par rapport à Sophie, bah moi honnêtement, évidemment, à l'appel de François qui m'invitait à jouer la sœur de Sophie, je me suis réjouie. On se connaissait pas. Bizarrement, je pense que Sophie, évidemment, est la star qu'on sait, et on est plusieurs générations de Français à l'adorer depuis toujours. Ça continue. Mais c'est une femme assez sauvage qui vit quand même beaucoup en dehors du cinéma, sauf quand tout à coup elle s'implique, où là elle est vraiment là. Mais et moi, je pense que j'ai une forme de sauvagerie aussi qui fait que voilà, on ne s'est pas croisés dans des soirées en gros, et que le cinéma nous avait pas réunis. Mais je me réjouissais, et ça s'est fait. François est très fort pour ça. Il m'avait réuni avec Marine Bact avant, et pareil, il y avait eu une évidence, une simplicité. Et là, ça a été immédiat. Vraiment, avec Sophie, j'ai su qu'on serait deux sœurs justes et présentes, vivantes. Et ça s'est vérifié chaque jour. On a beaucoup de choses en commun dans notre... je sais que tout à l'heure François disait qu'André était perfectionniste. Je pense qu'on l'est aussi toutes les deux, et on est surtout très, très appliqués.
est très rigoureuse et un peu soldat. Donc par exemple, on était sur le plateau, avant François nous réclame, ce qui est, si vous connaissez les tournages de François, un peu un défi parce que son impatience fait que normalement on n'est jamais là au moment où il faut. Mais nous on était là avant même qu'il nous réclame, c'était un peu une décision, encore une fois, tacite entre nous deux, mais voilà. Et vous, André, je trouve que c'est la première fois aussi que vous tournez avec Sophie Marceau, si je dis pas de bêtises. C'est cher de dire ça, moi j'étais dans mon lit. Mais c'est la première fois que j'ai rencontré, et non, voilà, comme le dit Géraldine, ça s'est fait de façon très, très simple, très évidente, très naturelle. Et voilà. Mais je pense que s'il y avait une belle harmonie dans le tournage, malgré les sujets qu'on traitait, malgré des situations quelquefois tendues, dramatiques, mais il y avait toujours aussi de quoi rire, même en dehors du tournage. Je ne sais pas si je peux le raconter, des blagues. Bien sûr. Oui, oui. Non, un jour, Charlotte Rampling qui est là dans la salle, je peux raconter, François, ou pas? Oui, c'est trop tard, maintenant je suis obligé de le dire. Voilà, Charlotte. Non, Charlotte Rampling, voilà, que je connaissais aussi, j'avais équipe tourner avec elle, et était à côté du lit. C'était la première fois qu'elle me voyait avec le visage aussi défait, abîmé. Elle me dit, André, quand même, vous vous rendez compte, dire qu'il y a des actrices qui paieraient une fortune pour avoir une lèvre comme la vôtre. Pour de Charlotte Rampling. Il y avait de l'ambiance. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? N'hésitez pas. Peut-être ici, monsieur. Aussi, Merci. D'abord, un très profond merci pour ce film qui est vraiment très beau, très émouvant. Et c'est une très belle œuvre et le réalisateur et les acteurs, c'est franchement éblouissant. J'espère toutefois que ça ira au-delà de votre intention première et que ça aura un retentissement politique ou sociétal qui me paraît être de première nécessité. Et vous-même, dans le film d'ailleurs, vous dites à un moment que les pauvres, les pauvres restent les mères, quoi, grosso modo. Et ça situe une partie du problème que vous traitez. Même si, bien sûr, la façon dont vous l'avez fait est simplement admirable. Oui, cet aspect économique était... moi, j'ai découvert, en fait. C'était pas dans le livre, ça. Et je me suis renseigné, je me suis dit, voilà combien ça coûte. Effectivement, c'est pas accessible à tout le monde. Et ça me semblait important de le préciser. Et la loi, parce qu'effectivement, les gens qui ont les moyens peuvent se permettre d'organiser ça. Et c'est dit en deux phrases. Et ça passe, et on ne les oublie pas. C'est-à-dire qu'André a un don pour dire des vacheries. C'est naturel, incroyable. Monsieur aussi? Oui, simplement, c'est peut-être une question, mais ce qui m'a marqué, c'est peut-être au cours du débat aussi que j'y ai pensé, c'est que les personnages secondaires, ce ne sont pas simplement des fonctions, on aurait pu s'attendre. Nous avons un malade avec, par exemple, des infirmiers, des médecins, etc. Ils ont tous, il me semble, un caractère. Vous attardez sur leur personnalité, ils envoient leur visage, leur regard, et ils délivrent un message également. Par exemple, l'infirmier qui dit « je suis musulman ». Bon. Vous faites parler des personnages secondaires comme si c'était des personnages principaux, alors évidemment en contrepoint avec le personnage principal, André, qui a du caractère. Et c'est vrai que pour équilibrer ce caractère, on voit que les personnages même, qui interviennent très peu, ont aussi du caractère. Et ça me touche. C'est très humain. Merci, je ne sais pas quoi dire. Oui, c'est-à-dire que ce qui est assez génial, en fait, quand on s'inspire de la réalité, c'est que la réalité est souvent plus forte que la fiction et que moi, en découvrant ces personnes, en connaissant un peu leur vie, voilà, je savais exactement qui y avait un peu derrière. Donc ça permet de mieux diriger l'acteur, de le faire exister, même en très peu de temps. Le personnage que fait Grégory Gadebois aussi, il a très peu de scènes, mais il existe aussi fortement, je pense. On ne sait pas tout, il y a beaucoup de hors-champ sur ce personnage, mais on peut imaginer et projeter beaucoup de choses, et c'est ça qui est important. Après, c'est le travail aussi du casting, de trouver l'acteur
qui en très peu de temps arrive à exister dans le film. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour ce magnifique film qui m'a d'autant plus touché que c'est la première fois que je suis à quasiment 10 mètres d'un écran aussi grand, avec un film qui présentait autant de visions de près des acteurs et des actrices. Donc c'est vraiment très émouvant quand je suis à cette place. Ceci étant, Monsieur Besson, il y a un mot que vous avez employé qui m'est particulièrement désagréable à entendre. C'est le mot euthanasie. Je dois vous dire que ça fait plusieurs années que je suis membre de l'ADMD, l'Association du droit à mourir dans la dignité. Le fait d'utiliser le mot euthanasie me paraît anormalement déplacé parce que c'est en fait, dans la majorité des cas, une aide médicale à mourir. Alors que le mot euthanasie a un arrière-goût de violence ou de on tue quelqu'un, si vous voulez. Et ça, franchement, je crois quand même qu'il est bon d'attirer l'attention des Français que nous sommes quasiment un des derniers pays d'Europe à ne pas accepter que quelqu'un demande l'aide à mourir et qu'on le laisse pendant plusieurs mois en l'alimentant avec des seringues et n'importe quoi, en attendant que son cœur lâche. Donc, je suis désolé, mais je n'aime pas du tout ce terme euthanasie. Moi non plus. Oui, mais vous l'avez utilisé. Oui, Qu'est-ce qu'il faut, vous voulez que je dise alors? C'est quoi? Quel est le bon mot alors? L'aide médicale à mourir. Aide médicale à mourir. C'est différent des soins palliatifs. Les soins... Oui, parce que les soins palliatifs, parce que les soins palliatifs permettent de durer bien au-delà de ce que souhaite le malade. Voilà. Suicide assisté, ça Ah non, le mot suicide... Ah, ça va pas, le mot suicide. Non, parce que là, c'est... On lui interdit de faire un suicide, de prendre soi-même un revolver et de se tirer dans la tête. Alors, c'est ça qui est intéressant. Le revolver, oui, tout à fait. Il pourrait, c'est aussi... Il pourrait aussi avec les médicaments. Il a les moyens. C'est ça qui est très intéressant, je trouve, dans cette histoire que j'ai découvert. C'est que ce père, quand même, est pervers. Il demande à sa fille de l'aider à mourir, alors qu'il aurait les moyens, comme le dit l'avocat Kiechman, il aurait les moyens d'en finir tout seul sans avoir besoin de demander à ses filles. Vous croyez qu'il aurait la possibilité facilement d'acquérir dans n'importe quelle pharmacie du coin de quoi mourir immédiatement? Non, il a son copain GM, il peut lui demander des trucs, il a son revolver chez lui. Il y avait plein de possibilités, je pense. D'ailleurs, est-ce que les Pascal Bernal et Georges Kiechman ou Serge ont vu le film ou pas? Georges Kiechman, non. Serge Toubianet, Pascal Bernal, bien sûr, l'ont vu. Serge Toubianet est très fier d'avoir Sophie Marceau comme épouse. Il était un peu inquiet au départ parce qu'il trouvait qu'elle ne ressemblait pas du tout à Emmanuel. Mais maintenant, il est content. Et Pascal, quand elle a vu le film, elle m'a dit on a beaucoup plus ri dans la réalité que dans le film. Voilà. Est-ce qu'on va peut-être... Oui, moi j'ai une question pour toi. Déjà, merci pour le film que vous avez proposé. Et j'avais déjà mon admiration envers vous, François, pour cette grande diversité que vous avez chaque année à proposer un film différent de par ses sujets ou de par la diversité des acteurs que vous mettez en scène aussi. Et j'ai deux questions. Alors j'ai une première question pour le bleu, qui revient en permanence, que ce soit sur la veste de Sophie Marceau, sur le siège, sur le détail dans le métro, enfin, tout ça. Pourquoi le bleu? Pourquoi cette fascination qui revient à chaque plan et qui est très esthétique du coup aussi? Et ma deuxième question, par rapport à comment vous faites, vous François, chaque année pour proposer un film par an, c'est quoi votre rythme? Vous donnez plus de temps à l'écriture ou en post-production? Il aurait déjà fini.
Il ne faut pas le dire. Alors, le bleu, ça vient vraiment d'Emmanuel Bernheim, qui avait des yeux très bleus. Sophie, hélas, n'avait pas les yeux bleus, elle a les yeux noisettes. Mais le bleu, ça vient vraiment d'elle. Elle était toujours habillée en bleu, elle aimait beaucoup la couleur. Et c'est pour ça aussi que il y a ce flashback avec sa mère, où on la voit en train de faire du coloriage pendant que sa mère travaille sur le ciment, enfin voilà, sur les sculptures qu'elle faisait. Il y avait une opposition un peu entre la mère et la fille, puisque la mère n'aimait pas la couleur, alors que la fille aimait beaucoup les couleurs, donc ça c'est important de garder ça dans le film. Et votre deuxième question, c'était sur le... votre rythme, en fait, c'est c'est quoi votre année, une année type de François Ozon? Mon emploi du temps. Moi j'aime faire des films, hein, donc j'ai la chance de pouvoir en faire, j'en profite. Après, chaque film est différent, chaque film demande plus ou moins de temps. Celui-là, ça a été un peu compliqué parce qu'on est tombé en plein pendant le confinement, donc il a été repoussé. Mais je trouve qu'en une année, on a le temps de faire un film. Voilà. Moi, c'est mon rythme. C'est les autres qui ne travaillent pas assez, je pense. Et d'ailleurs, vous avez tourné après le premier confinement. Donc, entre les deux confinements. Dans des hôpitaux. Oui, alors ça, c'était vraiment la grande angoisse. Pendant le confinement, André m'appelait tous les jours pour me demander si on allait tourner. Je lui disais, appelez Macron pour savoir quand est-ce que ça se termine. Parce que c'est vrai qu'on était quand même assez angoissés, on ne savait pas si on allait pouvoir retourner. Et en plus, on savait qu'on devait tourner dans des hôpitaux et que ça allait être... voilà. Est-ce qu'on tournait dans des hôpitaux réels? Est-ce qu'on allait en studio? Enfin, voilà, toutes ces questions se posaient. Et puis heureusement, la situation s'est améliorée pendant l'été de l'année dernière. Donc on en a profité, on a tourné très rapidement à partir de la mi-juillet. Et on a terminé, ça y est, il y avait déjà la seconde vague qui arrivait. Vous avez tourné où alors? Thonon. Pardon? J'ai vu Thonon. Thonon? Oui, l'hôpital Thonon, non? Non, l'hôpital Thonon. La clinique des Bleuets. Alors la clinique des Bleuets, en fait, c'est à Saint-Cloud. Ça s'appelle le Paquebot, c'est l'ancien siège du Front National où était Jean-Marie Le Pen. C'est devenu une maison de repos. On a appris un peu tard. Et sinon, on a tourné dans des branches d'hôpitaux un peu désaffectées. Voilà. Mais pendant l'été, il n'y avait quasiment plus personne dans les hôpitaux. Donc on a eu la chance. Et pour vous, j'ai raison de demander, parce que ça a été justement un tournage un peu particulier du fait de cette situation-là où vous l'avez vécu dans une bulle un peu. Alors moi, je me souviens du moment où on s'est dit on s'arrête parce que le monde entier s'arrête en réalité. Et je me souviens d'un coup de fil de François. C'était un samedi matin, donc censé être 2 jours avant notre premier jour de tournage qui était annulé. Je sortais de chez moi, il m'appelle, il me dit bon, on tourne quand même. Et je l'ai cru en plus. Je me suis dit qu'il était capable de réussir à contourner. Bon, évidemment, c'était une blague, un peu pourrie, c'est vrai, mais c'était quand même une blague. Mais moi, j'avais très foi en ce projet, foi en François qui, effectivement, n'accepte pas d'avoir un nom aussi puissant soit-il dans la face et qui a vraiment tout fait pour que le film reprenne le plus vite possible. Il y avait quand même la sortie d'été 85 le 14 juillet, si je ne m'abuse. Le 15 juillet, on a commencé à tourner. Tout ça est très bien organisé, c'est assez militaire quand même. Et vous, en C'était ric-rac pour finir le film parce qu'on avait dans l'équipe un Belge et on tourne en Suisse. Et en Suisse, les Belges n'en voulaient pas parce qu'ils étaient quand même, le Covid était reparti. Donc on a dit, c'était un peu limite. Et nous, on est passé entre les gouttes et on a été un des premiers films à se faire finalement. Voilà. Et bon, tu comprends, parce que c'est un moment quand même que j'étais immobilisé chez moi, en ligne. C'est vrai que on a découvert les protocoles qui permettaient au film de se faire, etc. Et c'était une charte de 15 pages. C'était assez impressionnant, mais alors je dois dire que la production, François, tout le monde a été extrêmement respectueux et ça a été un tournage du coup très confortable où l'inquiétude n'a pas du tout eu de place. Les infirmiers étaient déjà sur place. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou alors on va clore le débat. Vous avez... Ah, ici. Non.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas à quel votre enthousiasme politique qui sort donc dans 10 jours, et ben, dans toutes les bonnes salles, dans toute la France, et pas sur les plateformes. Voilà, merci beaucoup à vous, merci Géraldine, merci André.